Bonjour à tous, avant-dernière preview déjà de notre liste des previews WNBA 2024. Aujourd'hui, on part dans une ville qui m'est chère, qui nous est chère, New York City, où le New York Liberty va tenter d'effacer la déception de la saison dernière, où il y a eu cette défaite en finale, défaite contre les Las Vegas Aces. Avant ça, il y avait eu 32 victoires et 8 défaites, deuxième de la saison régulière. Et donc défaite en finale, comme j'ai dit, contre les Aces 3-1. C'était la première saison sous le signe de Stu York City avec Brianna Stewart qui a débarqué avec une médiatisation comme jamais autour de cette équipe. Brianna Stewart qui a été élue MVP de la saison, qui a aussi été élue dans le meilleur 5 bien évidemment. Elle a aussi été élue dans le meilleur 5 défensif. Avec elle, on retrouve Sabrina Ionescu qui était dans le deuxième meilleur 5 de la saison. Betnijah Laney qui était dans le deuxième 5 défensif, et enfin, n'en jetez plus, Jonathan Kolb qui a été élu dirigeant de l'année pour son hyperactivité sur le marché, puisqu'on le rappelle quand même qu'ils ont monté une super team en 2 temps 3 mouvements, et ça a donné ce que ça donnait, c'est-à-dire une participation au final malgré la défaite. Alors, comment a opéré le Liberty pendant l'intersaison? C'était aussi une des intrigues, on se demandait s'ils allaient chambouler quelque chose, recruter de nouvelles personnes, se séparer d'autres. Flo, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'intersaison? Ça a été relativement plus ou moins calme à deux trois exceptions. Après, ça ne pouvait être que plus calme que fatalement ce Ouais, qu'ils avaient fait ouais, la sûr. saison dernière. Donc Forcément. l'effectif a relativement peu changé, si ce n'est quand même quelques mouvements un peu emblématiques. Le départ de Stephanie Dolson était quand même une joueuse qui avait un vrai Ouais. rôle dans cet effectif-là, ce qui était pas si évident que ça parce que on en reparlera, mais en dehors du 5 majeur, on sait qu'il y a quand même beaucoup de joueuses qui n'avaient pas spécialement beaucoup de minutes ou de rôles, mais Stephanie Dolson avait quand même un vrai rôle de backup, donc là elle est retournée à Washington, on en a parlé quand on a fait la preview des Mystics. De manière un peu plus anecdotique, on a donc Jocelyn Willoughby qui n'a pas été re-signée. Et alors ça intéressera plus les fans français, c'est donc Marine Johannes ne fera pas partie de l'équipe cette saison, en tout cas jusqu'au JO, mais je pense qu'elle ne fera pas la saison tout court, en raison de ses obligations avec l'équipe de France. En plus, on sait tout l'imbroglio qu'il y a déjà eu Ouais. la saison dernière. Cette année-ci, elle a bien précisé que donc elle mettait son accent sur l'équipe de France. Donc Marine Johannes ne sera pas en tenue du Liberty cette saison. Et alors sur le rang, au niveau des arrivées, bon, à l'heure où où on tourne cette vidéo, il y a toujours un roster très long, les cuts n'ont pas encore été faits, mais les principales arrivées à noter, c'est surtout la signature de Kennedy Burke en free agent qui parlera fatalement à tous les suiveurs de l'FB et surtout du côté de Villeneuve, qui est une joueuse qui peut amener un profil très intéressant sur les lignes extérieures. Et alors le choix à la draft de Markesha Davis, qui là pour le coup nous a peut-être un peu plus surpris du point de vue de son profil et même de son placement à la draft. Mais voilà un peu ce qu'il en est des mouvements de cette intersaison. Très bien. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va avoir le droit à des changements dans le 5? Parce qu'on a beaucoup parlé, juste l'année dernière, on se demandait si Sandy Brondello avait envisagé, ne serait-ce qu'envisagé d'autres line-up que celui qu'elle a aligné tout au long de la saison. Gis, qu'est-ce que tu penses de ce que va donner ce 5 majeur du côté de New York? Alors, est-ce que j'en pense ou, ou ce qui va se passer? Non, non, bah, je pense que là, c'est enfin, bon, à mon avis, c'est le 5 le plus simple à décider, sans doute, peut-être avec celui de Pour Vegas aussi. contenter tout le monde, ouais. Bon, C'est les cartes Panini qu'il y a sur la première page voilà, du carnet quoi. voilà, je pense Ouais. qu'on aura, sans doute malheureusement, mais le même 5 que l'année dernière, hein, c'est-à-dire Courtney Vandersloot à la main, Sabrina Ionescu au poste 2. À l'aile, certainement Betnijah Laney, hein, qui aura un rôle sans doute encore plus important que l'année dernière, d'essayer de compenser toutes les carences défensives du backcourt qu'on vient de citer. Brianna Stewart au poste 4 et très certainement Jonquel Jones qui a été re-signé, hein. C'était la question quand même de Ouais. l'intersaison pour le Liberty, savoir si elles allaient re-signer Jonquel Jones ou préféraient renforcer son banc. Bon, ils ont repris le choix euh, du star power aussi quand même un petit peu, donc je pense qu'on aura le 5 Ouais. euh, qu'on a eu toute l'année dernière. Bon, au-delà des rotations qu'on va parler après, etc., je pense que de toute façon, quel que soit le coach,
personne ne peut pas mettre ce 5 au démarrage parce que ça ferait beaucoup plus de mal médiatique que de bien, en fait. Donc voilà quoi. Et alors, les fameuses rotations là, que tu évoquais à demi-mot de Sandy Brondello, qu'on posait question l'an dernier, parce que c'est vrai qu'on en a dit, il n'y a pas eu beaucoup d'alternatives le moment venu, notamment au final et même un peu avant. Qu'est-ce que ça va donner ces rotations cette année? Est-ce que c'est un motif d'inquiétude à nouveau? Ouais, bah, en tout cas, pour moi, c'est le point faible de cette équipe, c'est les questions, en fait, en tout cas. Le point faible, je sais pas, parce qu'on verra, en fait, en fonction des choix de rotation, les minutes, surtout, jouer ensemble, de Sandy Brondello. L'année dernière, New York avait l'effectif le plus talentueux de la ligue, c'est très clair. Et même devant Vegas, en fait, Ouais. elles ont perdu le titre pour moi en tout cas, simplement sur des histoires de mauvaise rotation, c'est-à-dire d'associations de joueuses qui n'étaient pas complémentaires les unes des autres, et notamment défensivement. On a parlé pratiquement toute la saison, même depuis le mois de février dernier, que ça serait très compliqué de faire défendre ce backcourt Courtney Vandersloot, Sabrina Ionescu. Moi, je vais être très très attentif à savoir ce que Sandy Brondello va faire sur ce backcourt. Est-ce qu'elle va continuer à jouer 35 minutes avec ce backcourt? On sait que Courtney Vandersloot, quand même, l'année dernière, a été quand même bien pénalisée par un petit peu son âge aussi, hein. Voilà, les années passent, quoi, hein. Déjà, de base, c'était pas une joueuse très très forte en défense, mais là, on l'a quand même bien vu, et notamment en playoff, hein, la fatigue, elle était là. Est-ce qu'il va y avoir des adaptations? Comme l'a dit Flo, hein, l'arrivée de Kennedy Burke, ça offre des solutions défensives. On vante beaucoup à Villeneuve, hein, sa capacité de mettre des points, mais c'est une joueuse très athlétique. Et en WNBA, surtout dans cette équipe-là, elle aura certainement pas besoin de mettre des points, vu que là, il y en a des joueuses pour apporter du scoring. Donc, elle pourrait se concentrer sur un rôle défensif, hein, ce que New York n'avait pas vraiment, hein, sur son backcourt l'année dernière, en tout cas sur son banc. Là, c'est une vraie joueuse qui peut apporter, parce que Marine avait 1 milliard de qualités, mais pas forcément les meilleures qualités défensives. Donc, ça serait intéressant. Moi, j'aimerais bien voir plus des associations Courtney Vandersloot, Kennedy Burke, ou Sabrina Ionescu, Kennedy Burke, par exemple. Euh, alors, après, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire jouer les deux ensemble, hein. Tout dépend de l'opposition, tout dépend de. Moi, je parle bien dans les gros matchs, dans les matchs qui comptent, et notamment quand il va y avoir des fortes oppositions sur les bacs courtes. Du style de Vegas, hein, quand il y a Chelsea Gray, Kelsey Plum, Jackie Young, etc. Il pourrait y avoir Betna Jalani aussi qui pourrait dépanner au poste 2, hein, qui pourrait défendre aussi en association avec une des deux meneuses. Donc c'est quand même intéressant. Un petit dernier point, parce que là on a beaucoup parlé de défense aussi, c'est l'attaque. J'en ai parlé récemment dans un article que j'ai écrit sur notamment la qualité de shoot qu'a eu New York, et notamment Sabrina Ionescu en attaque. Attention à la complémentarité quand même offensive de ce backcourt, parce que ça a marché l'année dernière simplement sur une seule chose, c'est que Sabrina Ionescu a shooté à 45% à 3 points en prenant 9 par match. Et si vous regardez les stats, c'est historique. Il n'y a jamais personne qui a shooté autant avec un tel pourcentage. Ouais. Quand on connaît la variation de l'adresse, est-ce que... Alors Sabrina est une énorme shooteuse, hein, on l'a vu au All-Star Game avec Stephen Curry, etc. Elle est capable, hein. Mais bon, il suffirait qu'elle perde 4-5% d'adresse, ce qui serait encore potable, hein. 40% c'est déjà énorme, hein. Mais ça pourrait déjà remettre beaucoup de choses en cause aussi sur l'association offensive. Donc attention à la défense. Si en plus il suffit que ça soit un petit peu moins adroit. Donc c'est pour ça que les rotations, ça va être vraiment pour moi le nerf de la guerre de cette équipe. Ouais. Surtout que c'est le cas aussi, d'ailleurs, même sur le front de courte, hein. Mais ça, c'était déjà le cas l'année passée. Mais l'utilisation de Kayla Thornton qui peut permettre aussi de parfois amener plus d'équilibre avec Jonquel Jones. Enfin, on va avoir l'occasion de reparler de Jonquel Jones par la suite. Mais effectivement, ces questions-là, elles sont primordiales. Et le shooting, parce qu'on a vu aussi Courtney Vandersloot qui non seulement était ciblée en défense, mais même en playoff, on l'a vu être laissée grande ouverte à 3 points. Alors c'est une joueuse, c'est pas une grande shooteuse, mais c'est pas non plus normalement une joueuse incapable, mais où là vraiment elle a été mise hors de sa zone de confort et du coup sur une équipe hyper talentueuse et que pourtant en finale c'est 3-1, mais en fait fondamentalement ce qui est triste c'est que j'ai l'impression que New York a juste pas existé sur cette série en fait. Ouais, et puis ce que tu disais d'ailleurs, le dernier tir de la saison, hein, où elle fait airball, hein, sur le dernier match, hein, le dernier ballon, où elle est laissée complètement toute seule, hein. Ah ouais.
Bon, ça, c'est les interrogations. C'est le côté un peu négatif, hein, ce qui nous pousse à peut-être être un peu sceptique, mais il y a quand même de bonnes raisons d'espérer voir cette équipe performer, notamment là, une force de frappe absolument invraisemblable sur le plan offensif. Et Flo va nous en parler. Mais en fait, c'est pour ça qu'on est tatillon aussi. Je pense que c'est pour ça qu'on est négatif avec une équipe qui finalement n'a fait que 8 défaites l'année passée. C'est parce qu'en fait, le potentiel de cette équipe sur le papier, il est juste incroyable. Comme Gis l'a dit tout à l'heure, c'était la meilleure équipe sur le papier la saison dernière de manière assez claire. Alors que Vegas a clairement dominé. C'est pas du tout pour descendre Vegas, c'est juste que c'est une association de talents, une association de stars qui est... j'ai pas dire inédite parce qu'il y a déjà eu des énormes équipes par le passé en WNBA, mais c'est quand même incroyable. Entre Courtney Vandersloot, qui n'est peut-être plus d'une première jeunesse, mais qui reste une créatrice incroyable, Sabrina Ionescu, qui à la fois peut être une des meilleures créatrices aussi de cette ligue, et qui en plus l'année passée jetait des cailloux dans l'océan quand elle voulait mettre des paniers. Betna Angelini, two-way player par excellence, couteau suisse, capable de tout faire, qui est d'ailleurs qui a été la joueuse la plus régulière, je pense, de la saison l'année passée à New York. Brianna Stewart, un cheat code absolu. C'était pas notre MVP pour une fois, mais sur le principe en fait individuellement de ce qu'elle est capable de produire, c'est une mismatch permanente pour tous ses adversaires. Jonquel Jones, intérieure dominante, quand elle est correctement utilisée, on va avoir l'occasion d'en reparler par la suite aussi. Et j'ai fait que le 5 majeur. Alors, je trouve qu'en termes de profondeur, c'est peut-être un peu moins présent que l'année passée. Fatalement, quand on re-signe Jonquel, ben voilà. Maintenant, on le sait bien, c'est des équipes qui ont juste besoin d'avoir une rotation à 7-8 joueuses, elles n'ont pas besoin de beaucoup plus. On a parlé de Kennedy Burke, on a parlé de Kayla Thornton, il y a toujours Niara Sabali, ça peut presque suffire. Ça peut presque suffire à faire une rotation qui tient la route, en fait, même si je trouve que c'est un peu moins profond que l'année passée, mais juste cette association de talents est complètement incroyable. C'est toujours pour moi l'effectif le plus fort de la ligue, en fait, ça n'a pas changé sur le papier. Et donc c'est parfois pour ça qu'on est critique aussi, c'est que parfois on a un peu l'impression qu'on a une Ferrari et qu'on sort pour rouler à 50 pour aller chercher sa baguette de pain, quoi. Et il y a parfois un petit côté frustrant qui fait qu'on peut paraître hater, ce qui n'est pas le cas. C'est toutes des joueuses qu'on aime bien et c'est parfois justement des joueuses qu'on voudrait voir mises dans de meilleures conditions, tellement on sait à quel point elles peuvent dominer. Comme par exemple c'est le cas de Jonquel Jones qui va être notre joueuse à suivre. Absolument, très bonne transition. Jonquel Jones qui ancienne MVP, l'une des recrues majeures, et qui on se désolait presque de la voir dans une situation où elle était moins mise en valeur, et ça a été le cas. La saison dernière, que ce soit du fait de Sandy Brondello ou du choix des autres joueuses, elle s'est retrouvée un peu sous-utilisée. Alors que c'est une joueuse qui est dominante des deux côtés du terrain, hein, c'est un monstre défensif, c'est une attaquante phénoménale, et on l'a vu que par fulgurance, on l'a vu en play-off, elle a réussi à exploiter les mismatchs quand les équipes adverses n'avaient pas de pivot, ou avaient des blessés, ou avaient une joueuse qui convenait bien au profil de Jonquel. On a revu la Beast, Bahamian Beast qui a été à Connecticut, et c'est extrêmement frustrant de l'extérieur de la voir sous-exploitée. Donc son utilisation, peut-être son regain d'utilisation, la manière dont elle sera impliquée dans l'équipe, pas juste pour faire joli, ce sera une des clés, je pense, de la saison de New York, et même elle, quasiment pour l'empreinte qu'elle va laisser sur la période au cours de laquelle elle sera passée en WNBA. Est-ce qu'on s'en souviendra comme une joueuse de plus dans une armada offensive sans précédent, ou est-ce que ce sera une joueuse qui aura réussi à sortir du lot aussi quand même dans cette armada, comme elle l'avait fait à l'époque de Connecticut, notamment la saison où il n'y avait pas Alyssa Thomas. Et c'est une joueuse qui est qu'on aime tellement elle a un profil incroyablement talentueux, incroyablement complet, et ce serait dommage à nouveau que New York la sous-exploite. Elle n'a pas fait de vague, elle s'est pas plainte de la situation. Elle sait très bien qu'elle a aussi choisi, elle sait très bien qu'elle joue avec Brianna Stewart, qu'elle joue avec Sabrina Ionescu, que c'est des joueuses qui ont besoin du ballon, qui ont besoin aussi qui attirent l'attention médiatique, et elle sait très bien où elle a mis les pieds. Maintenant, j'espère que dans le jeu, on la verra plus utilisée, parce que ce serait un sacré gâchis. Voilà. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Elle a déclaré récemment que la saison passée, elle avait eu des petits pépins physiques qui l'avaient empêché d'être à 100% et tout ça.
on n'est pas dans son corps et on remet pas en cause la véracité de ce qu'elle dit. Moi, j'ai surtout eu l'impression de voir des problèmes d'utilisation, des balles qu'on lui donnait pas. Enfin voilà, quand on se retrouve avec des Jonquel qui certains matchs avaient 3 tentatives, et c'est pas une exagération quoi. C'est réellement sur la box Ouais. score, en fait, il y avait 3 tentatives de tir. Alors donner 3 tickets shoot à Jonquel Jones, je pense pas que c'est juste une question liée à son physique. Maintenant peut-être qu'effectivement l'année passée elle se sentait amoindrie pour une raison X ou Y et que ça va permettre de l'avoir plus cette année-ci. Mais effectivement on a envie de voir Jonquel Jones jouer des pick and roll avec Sabrina Ionescu. On a envie de la voir effectivement dominer comme elle peut l'être et pas juste être là pour poser des écrans et prendre des rebonds quoi. Mais tous les questions des rotations. Exactement. Ouais. Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé, enfin j'ai beaucoup parlé tout à l'heure du backcourt, mais effectivement, ça joue aussi sur le secteur intérieur, les associations. On en avait parlé plein de fois l'année dernière, mais peut-être que par moment, il faut aussi limiter les minutes de Breanna Stewart et Jonquel Jones ensemble, pour de façon à donner plus de ballons. Parce que c'est sûr que quand Breanna Stewart est sur le terrain, bah, elle a beaucoup la balle. Et c'est normal, il faut qu'elle ait beaucoup la balle. Enfin, je veux dire, on parle allez, du top 3 des meilleures joueuses au monde, quoi. Donc, il y a pas que l'association défensive-offensive, il y a aussi de comment répartir les ballons, à quelle personne, hein, ce qu'on a pu parler dans d'autres previews, hein, la hiérarchie. La hiérarchie à New York, elle est des fois pas très claire, en fait. Et Ouais. voilà. Donc, mais j'espère que cette équipe va avoir du rendement, parce que au-delà des victoires, etc., hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, 32 victoires, 8 défaites, enfin, on semble être super dur. Mais cette équipe, moi, je suis sûr qu'elle pourrait perdre pratiquement aucun match, en fait, et produire surtout. Parce que, encore une fois, perdre ou gagner, c'est pas très grave, mais c'est de la production. La production sur le terrain. Ouais, mais le front office a choisi, enfin savait en montant cette équipe aussi rapidement avec ces noms-là que la pression et les attentes seraient énormes. Elles le seront encore là cette saison. Peut-être encore plus, Parce que même. même s'il y a un autre monstre, ben oui, parce que même s'il y a une autre équipe monstrueuse, bah, les fans, les observateurs et puis la direction n'attendront pas moins que à minima un retour en finale et derrière une victoire pour justifier les investissements et tout ce qui a été fait autour de cette équipe. Évidemment qu'on regardera les matchs du Liberty pour voir si elles répondront à ces questions, à ces interrogations autour des rotations. Est-ce que Jonquel Jones sera plus impliqué? Est-ce que Breanna Stewart pourra défendre son trophée de MVP? Est-ce que Sabrina Ionescu pourra shooter aussi fort que la saison dernière? Ou mieux? Alors bon, là, ça deviendrait indécent. Là, si elle shoot mieux que l'année dernière avec le même volume, ça deviendrait complètement dingue. Mais voilà, toutes ces questions-là, on pourra commencer à y répondre dans quelques jours pour le début de la saison WNBA. Il ne nous reste plus qu'une preview. On vous donne rendez-vous demain pour cette dernière preview. Bonne journée à tous.